Salut à tous. Pour rappel, oui, ce n'est pas une vraie vidéo, c'est un podcast enregistré avec les moyens du bord et à mettre en fond sonore. Donc je prépare donc la rentrée et plutôt qu'une longue pause, c'était l'occasion surtout de vous accompagner avec les principaux anniversaires de l'été en guise de mise en jambe. Le premier épisode était consacré aux 30 ans du festival Lollapalooza qui a participé à l'éclosion, mais aussi on l'a vu, à la banalisation du rock alternatif. Toute ressemblance avec d'autres festivals ne serait être fortuite. Le deuxième épisode fut sur les 40 ans de MTV qui a provoqué un élan incroyable de créativité vidéo, autant que la chaîne de télévision new-yorkaise a parfois restreint l'artiste à sa seule image. Aujourd'hui, on s'attaque aux 50 ans du festival Reading qui a, vous allez le voir, mis à rudes épreuves le moral mais surtout le corps, oui, de certains artistes. Are you ready? Reading, mais aussi Leeds, ce sont donc deux festivals de musique rock ayant lieu chaque année pendant les jours fériés britanniques de la fin août en Angleterre. Deux festivals qui partagent tous deux la même affiche musicale et durent 3 jours. Mais à l'origine, tout part du Reading Festival, fondé en 1971, avant de créer son sosie Leeds à partir de 99. Si Lollapalooza, dont je vous parlais fin juillet, est l'un des plus vieux festivals américains de musique encore en activité, celui de Reading est l'un des plus vieux du monde. Et côté programmation, en plus des spectacles humoristiques ou projections de films permettant une pause bienvenue loin de la fosse, ce festival a tout de même autant accueilli les Stones, les Yardbirds, les Who, Pink Floyd, Black Sabbath, les Ramones, Jimmy Page et Robert Plant, que Nirvana, Metallica et Rage Against the Machine. Et pour cause, si le festival a reçu la crème du rock, c'est sans doute aussi parce que ses fondations vont au-delà du demi-siècle fêté cette année. From the continent, from America and from all over Britain, young people come to Planton Racecourse in Sussex for the National Jazz, Blues and Pop Festival. À l'origine, il y a le National Jazz and Blues Festival, créé 10 ans auparavant en 61. Un événement conçu par Harold Paddington, le fondateur du Marquee Club, cette salle londonienne ouverte 3 ans auparavant, en 58 donc, et orientée jazz and rhythm and blues avant de s'ouvrir à tous les styles dès les années 60. Or, c'est dans ce club précisément que les Stones font leur première représentation publique en 62, suivi par, vous l'aurez compris, les Who en 64, Pink Floyd en 66, Led Zepp en 68, Genesis, Supertramp, AC/DC, Dire Straits, Iron Maiden, U2 ou encore Metallica. Tiens, ça ne vous rappelle rien ? La programmation du National Jazz and Blues Festival, puis du Reading 10 ans plus tard, ne sera effectivement pas très difficile à réaliser, avec tous ces groupes qui, pour la plupart, n'avaient même pas encore sorti leur premier album lors de leur passage au club. D'autant que le principe du Marquee résidait dans le fait que si le concert d'un groupe débutant rencontrait du succès, celui-ci se voyait proposer de revenir jouer un soir fixe de la semaine, permettant ainsi de faire fonctionner le bouche à oreille, de fidéliser le public et surtout de donner rendez-vous à la presse musicale, tourneurs et autres producteurs, voire de servir de tremplin pour le festival du patron, idéal pour construire une légende. Alors, comment passe-t-on du National Jazz and Blues Festival en 61 au Festival Reading en 71 ? Eh bien, il s'agit en réalité du même festival qui a juste changé de nom. D'où cette incroyable longévité et même fondateur à sa tête. De 61 à 65, le National Jazz and Blues Festival a lieu à Richmond, puis Windsor de 66 à 67, Sunbury en 68, Plumpton et Sussex en 69 et 70, puis enfin Reading en 71, adoptant alors le nom de la ville. L'ironie étant, pour un symbole pourtant très anglais, sa création fut motivée par des exemples similaires aux États-Unis. C'est surtout pour ce recordman la prise en compte d'une longévité contenue seulement à l'appellation Reading. Ah oui, on ne fête que les 50 ans cette année, alors qu'on devrait dire plutôt les 60 ans. Pire, le festival concurrent Glastonbury se crée en 70, soit 1 an avant Reading. Eh oui, c'est ballot pour le haut du podium.
Évidemment, comme tout festival, il y a eu quelques moments de creux et même un départ forcé de son créateur mythique qui tenta en vain de monter une concurrence. Mais notons tout de même que l'explosion du festival hippie Glastonbury est notamment due à l'une de ces crises. En effet, en 84 et 85, le conseil municipal conservateur de Reading interdit le festival, prétextant vouloir récupérer le terrain pour développer cette zone et refusant d'accorder les licences nécessaires à sa tenue à proximité de la ville. Et ce, malgré le fait que l'événement porte tout de même son nom depuis 12 ans. Le pire, c'est qu'en 84, la plupart des groupes, avec en tête d'affiche Marillion, ont confirmé leur participation. Les tickets sont même déjà en vente quand tombe l'interdiction. Les promoteurs tentent de délocaliser le projet, mais le plan B cette année-là échoue. Ce sont ces 2 années d'absence qui firent notamment exploser la fréquentation du festival Glastonbury. Fort heureusement, en 86, le parti travailliste reprend le contrôle du conseil municipal de Reading et autorise l'utilisation de champs adjacents à l'emplacement d'origine. Pour contrecarrer la concurrence, les préventes sont même lancées 3 mois à l'avance, inaugurant quelques moments mythiques à venir dans ce festival. Reading, make some noise. This is fucking real! Alors bien sûr, la liste des faits d'armes que je vais vous dresser est non exhaustive, parce que en 50 voire 60 ans, la vidéo aurait viré encyclopédique, avec un exposé d'amphi scientifique et monocorde, alors qu'elle est censée être un podcast, certes qui a nécessité plusieurs jours de recherche et montage, mais un podcast vous donnant quelques clés et surtout l'envie d'approfondir. Aussi, n'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire pour compléter l'impressionnant tableau de chasse du festival. Donc, pour mettre en perspective cette histoire avec les précédents podcasts sur le festival Lollapalooza et la chaîne MTV, commençons directement 20 ans après la création de Reading en 91. 91, c'est l'année de la première apparition en festival de Blur, qui n'a alors sorti qu'un seul album, mais sort auréolé de sa prestation sur le festival, enchaînant alors sur quelques concerts européens. Lors de leur second passage, l'année suivante, ce sont les débuts de la Britpop, ce sous-genre du rock alternatif britannique, influencé par les formations anglaises des années 60 et 70, un mouvement musical né surtout en réponse à l'invasion américaine du grunge. Et oui, tout comme Lollapalooza, le festival Reading est justement l'un des témoins de l'explosion de ce grunge. Car en 91, Nirvana fait aussi déjà partie de la programmation aux côtés de Blur, quelques semaines seulement avant la sortie de leur album Nevermind, surdiffusé par MTV. Autant vous dire que leur retour en 92 est très attendu à eux aussi. Suffisamment pour que l'opposition Britpop et grunge fasse notamment de cette édition l'une des plus mythiques du festival. Le pire, c'est qu'en 92, et sans que personne ne s'en doute, pas même eux, Nirvana joue là son dernier concert au Royaume-Uni, et sans doute l'un des plus célèbres. Leur prestation est d'ailleurs sortie en album en novembre 2009. Kurt Cobain monte sur scène dans un fauteuil roulant, poussé par le rock critique Everett True, pour se foutre de la tronche des spéculations sur sa santé mentale, avant finalement de rejoindre le groupe pour un set mélangeant anciens et nouveaux morceaux. C'est aussi la même année, en 92, que se déroule sur le festival ce qui est considéré comme l'une des anecdotes les plus glauques de l'histoire du rock. C'est en effet lors de cette édition que Donita Sparks, chanteuse, guitariste et cofondatrice du groupe de rock californien L7, a répondu aux projectiles envoyés par le public sur scène en lui jetant son tampon. Et oui, c'était là. Autre anecdote peu joyeuse, en 96, les membres restants du groupe de rock alternatif de Manchester, The Stone Roses, ont donné leur dernier concert. Enfin, le dernier avant leur reformation en 2012. Hélas, leur prestation ce soir-là, en 96, est tristement restée célèbre pour les fausses notes de son chanteur, Ian Brown. En 98, une altercation entre les Beastie Boys et The Prodigy est elle aussi rentrée dans l'histoire. Le conflit porte sur la chanson Smack My Bitch Up du groupe de breakbeat hardcore anglais. Les rappeurs américains souhaitent en effet qu'ils la retirent de leur concert afin de ne pas heurter les éventuelles personnes ayant souffert de violences conjugales. Or, Prodigy refuse et introduit la chanson en hurlant qu'ils font ce qu'ils veulent. They didn't want us to play this fucking tune. And the way things go,
I do what the fuck I want. À la suite du concert, les magasins Walmart et Kmart annoncent le retrait de l'album The Fat of the Land de Prodigy de leur rayon. On pourra noter toutefois que si les deux chaînes de magasins trouvent choquante la campagne publicitaire du groupe, l'album y a pourtant été vendu pendant 20 semaines et à plus de 150 000 exemplaires. Pas folle la guêpe. Et pour enfoncer le clou, la même année, MTV récompensera le clip lors de ses Video Music Awards. Eh bien, c'est l'année suivante que Reading acquit un second terrain à Leeds, dédoublant son événement pour faire face à une fréquentation grandissante. Le lieu a d'ailleurs accueilli le V-Festival les 2 années précédentes. Événement rock, lui aussi dédoublé au nord et au sud du Royaume-Uni, imaginé comme Lollapalooza par un artiste, alors en l'occurrence ici Jarvis Cocker, chanteur du groupe Pulp, et dont les droits de rediffusion ont été rachetés par MTV en 2004, preuve que nos 3 podcasts sont liés. Et vous vous rappelez qu'en 84 et 85, la non-tenue du festival avait favorisé le succès de Glastonbury. Eh bien, l'histoire s'est inversée en 2006, lorsque celui-ci n'a pas eu lieu, provoquant une vente des passes 3 jours de Reading en seulement 2 heures. Autre victoire, grâce à un nouvel arrêté gouvernemental, les organisateurs ont réussi à maintenir plus tard dans la nuit les festivaliers grâce au dispositif Silent Disco. Boîte de nuit dont le son n'est diffusé que via des casques audio confiés aux participants. Pour l'avoir moi-même pratiqué aux Eurocaines il y a une quinzaine d'années, c'est assez troublant à observer. En 2007, en parallèle de nombreuses inondations, les Kaiser Chiefs organisent sur le site de Leeds un concert secret, s'annonçant sur la programmation sous le nom de Hooks for Hands. En 2008, ce n'est pas seulement la totalité des places qui sont vendues en moins de 2 heures, ce sont les revendeurs eux-mêmes qui se retrouvent en rupture de billets en seulement 1 heure. Hélas, en raison d'une plus forte affluence et d'un grand nombre de passes contrefaits, certains festivaliers ont dû parfois attendre jusqu'à 15 heures pour enfin accéder au site. Et il faut dire que cette année-là, il y a la reformation de Rage Against the Machine, en même temps que The Killers et Metallica. En 2009, ce sont les drapeaux et bannières qui ont été bannis des 2 festivals, à la suite de plaintes de spectateurs ne pouvant plus voir la scène principale. Alors, comme au Festival des Vieilles Charrues, ces éléments faisaient pourtant partie de la mythologie de l'événement, et ce depuis sa création dans les années 70. Et pourquoi ? Eh bien, c'était notamment pour permettre au groupe de motards de se reconnaître dans la foule. En 2010, le festival a célébré le grand retour des Guns N' Roses. Hélas, les fans ont dû patienter plus d'1 heure avant que le groupe de hard rock californien n'entre sur scène malgré les avertissements des organisateurs. Après donc avoir joué 30 minutes, le son fut coupé juste après l'interprétation du titre Paradise City. Et le groupe resta assis sur scène en guise de protestation. Beaucoup de fans avaient cependant déjà quitté les lieux, déçus à la fois par la prestation et puis par le manque d'excuses. En 2012, enfin, c'est Green Day qui joua un concert surprise, l'année où le groupe de punk américain a sorti sa trilogie d'albums Undostre. Leur prestation à Reading se passe quelques semaines avant leur fameux concert à Las Vegas, où le chanteur ivre, à qui l'on venait d'annoncer que l'on raccourcissait son set de 15 minutes, eh bien il s'est mis à casser sa guitare, à insulter l'organisation, avant d'être finalement conduit quelques jours plus tard en cure de désintoxication. Mais côté débordement, Reading n'a pas beaucoup de leçons à donner. Eh oui, parce qu'il y a une tradition au Reading, à la fois drôle, à la fois triste. Eh bien, c'est le jet de bouteille. Le jet de bouteille ou autre objet du public vers la scène quand la prestation est jugée décevante. Et oui, c'est une modernisation du lancer de tomates un poil plus violente. De quoi, le plus souvent, pousser le groupe visé à quitter cette scène. Alors, ce n'est pas le seul festival, rappelez-vous ce que je vous disais sur le concert de Pavement au Lollapalooza en 95. Mais ici, la pratique est hélas courante. Alors certes, nous ne sommes plus aujourd'hui sur des débordements comparables à ceux des années 70 et 80, mais l'histoire de Reading est truffée de ces méfaits, dont en voici quelques-uns. En 80, le groupe punk The Aliens, celui avec l'ex-guitariste de The Damned,
Je vous conseille d'ailleurs notre vidéo sur le premier festival de punk français à Mont-de-Marsan où ce dernier avait fait quelques ravages. Eh bien, ce groupe de punk est programmé en plein line-up heavy metal. Résultat, The Aliens a quitté la scène en moins d'une minute, à la suite d'assauts de canettes, de bouteilles et même de morceaux de porc. Triste? Eh bien, pas tant que ça. Quand on sait que des t-shirts « J'ai mis en bois The Aliens are Reading », enfin, traduction littérale, c'est plutôt à comprendre « J'ai envoyé des bouteilles à la tronche de ce groupe », eh bien, ces t-shirts étaient disponibles dans l'heure au stand Souvenir. Qui a dit que le punk était nécessairement crétin? En 83, c'est le groupe de reggae britannique Steel Pulse qui fait les frais de l'union temporaire des punks et des rockers, attendant de voir The Stranglers qui suivaient après leur prestation. En 86, c'est le batteur de John Waite et le No Brakes Band qui reçoit à la tête un disque vinyle cette fois, interrompant le concert. En 88, la chanteuse à la voix de cendre Bonnie Tyler est bombardée de bouteilles et de gazon, mais elle a malgré tout réussi à finir son set. La tête d'affiche, Meatloaf, n'a elle tenu que 20 minutes, après avoir été heurtée par une bouteille de cidre pleine de 2 litres. L'accueil avait pourtant été initialement positif, mais le chanteur a mis le public en colère lorsqu'il l'a réprimandé quant au traitement réservé à son amie Bonnie plus tôt dans la journée. En 2000, c'est le duo pop Daphné and Celeste qui ne tient que le temps de 2 chansons. En 2003, ce fut au tour du groupe de pop-punk Good Charlotte d'interrompre son concert au bout de 20 minutes. L'année suivante, le rappeur américain 50 Cent subit une avalanche de bouteilles et jette de rage son micro dans la foule au bout de 20 minutes également. Une longévité déjà plus importante cette année-là que le groupe de rock finlandais The Rasmus qui, en 2004, n'a pas réussi à tenir plus d'une chanson. En 2006, le chanteur du groupe de pop-rock américain de Las Vegas, Panic at the Disco, est atteint par une bouteille de plastique en plein milieu d'une chanson. Gisant au sol, il reçoit des soins pendant quelques minutes avant de reprendre à l'endroit exact où le groupe avait été interrompu. La même année, le chanteur de My Chemical Romance, chahuté par un petit groupe de spectateurs en colère, encourage la foule à leur jeter des bouteilles. Mais c'est le groupe qui fut en conséquence bombardé de balles de golf et de bouteilles d'urine. En 2008, à la suite de rumeurs évoquant un concert secret des Foo Fighters, le groupe FFers subit les injures d'une foule de 3000 personnes ainsi que des jets de bouteilles. Enfin, en 2016, c'est le chanteur de 21 Pilots qui est attaqué et volé alors qu'il tentait de surfer dans la foule. Hostile à son attitude, le public l'a en effet jeté à terre, lui a arraché ses vêtements et pris son masque de ski. Secouru par la sécurité puis transporté sur une plateforme surélevée, Tyler Joseph a alors annoncé que le set du groupe était naturellement terminé. Et bien comme ce podcast. Voilà, c'est la fin. N'hésitez pas à compléter les anecdotes en commentaire, à soutenir et faire connaître le travail de la chaîne. Semaine prochaine, il y a un primordial presque dans le monde du rock. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous l'annoncer? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À vendredi.